messieurs, nous sommes mercredi et mercredi c'est WebPress. WebPress, l'émission qui invite les journalistes, nous qui sommes le pont entre vous et nous, entre vous et l'actualité. Et aujourd'hui, nous allons essayer d'analyser, mesdames et messieurs, trois grands faits d'actualité. Les retombées du sommet États-Unis-Afrique, les retombées du meeting de l'opposition et la guéguerre entre Kingi Mulumba et Lambert Mende Omalanga, tous deux ministres au sein du gouvernement Matata Ponyo. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, je suis avec des excellents confrères comme à l'accoutumée. Comme vous le savez, WebPress reçoit la crème des journalistes congolais et je pèse bien mes mots parce que vous allez le découvrir tout à l'heure. Je suis avec deux Thierry aujourd'hui. Thierry Monsenepo, Central FM. Bonjour Thierry. Bonjour Paulette. Très heureuse d'être avec vous. Et, Thierry Bongo, CSSM. Bonjour Paulette. Et nous allons terminer par Laurent Onyemba, c'est ça, la presse, ben voilà. Les 30%. Voilà, les 30%, je ne cesserai jamais de marteler dessus. Les femmes, venez, 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 venez. Et je le dis et je le répète. Alors, Thierry Monsenepo, les États-Unis ont reçu pour la première fois l'Afrique, entre guillemets, et beaucoup d'internautes ont réagi parce qu'aujourd'hui le monde c'est interactif entre les réseaux sociaux. Alors la question que se pose, pourquoi aujourd'hui où le monde, l'autre partie prend l'Afrique comme un bloc et pourtant on a 54 États au sein de l'Afrique avec avec leurs particularités en fait. Oui Paulette, donc effectivement aujourd'hui le sommet qui s'est tenu aux États-Unis, qui se clôture aujourd'hui entre le président Obama et les pays africains, c'est une première pour les États-Unis qui constatent malheureusement à leurs dépens qu'ils ont accumulé un grand retard par rapport à l'Afrique qui est un continent en ébullition. Et les institutions de Bretton Woods sont claires en ce qui concerne les indicatifs de croissance macroéconomique pour l'Afrique pour ce siècle. Il est très important de travailler avec nous puisque nous aurons un rôle déterminant. Et la question que tu poses par rapport au fait qu'on ne prend l'Afrique qu'en groupe, c'est une question qui est aujourd'hui à la page puisque le monde entier se regroupe aujourd'hui. Vous allez remarquer que lorsqu'il y a par exemple le conflit entre les Palestiniens et Israël, on demande la voix de l'Union européenne. C'est vrai qu'il y a des relations bilatérales, par exemple entre les États-Unis et la RDC, entre les États-Unis et l'Afrique du Sud, mais généralement on prend en bloc, comme c'est le cas par exemple entre les relations entre les États-Unis et l'Allemagne ainsi que la France, mais l'interlocuteur aujourd'hui c'est l'Union européenne. Donc c'est dans ce cadre-là, je pense que l'administration Obama a pris l'Afrique. Et c'est dans ce cadre-là aussi que l'Afrique est partie répondre à cela. Pourquoi on n'a pas discuté avec l'Union africaine? Parce que l'Union africaine, c'est l'union des pays africains, en fait. On aurait pu carrément discuter avec les représentants de l'Union africaine. Non, il y a une grande différence. C'est que l'Union africaine, c'est l'organisme qui regroupe toutes les organisations sous-régionales. Contrairement à l'Union européenne, qui est un groupe où il y a des pactes, comme le pacte européen, qui justement organisent l'Europe comme un grand pays, comme un grand centre. C'est différent par rapport à ici en Afrique. Nous avons chaque pays qui adhère, qui a des chartes, mais nous n'avons pas encore une loi ou un pacte africain qui gère notre territoire dans sa globalité. C'est dans ce sens-là qu'aujourd'hui, le président américain a mis les 34 milliards de dollars pour l'ensemble des projets de développement économique qui vont s'étendre sur l'Afrique. Vous avez suivi le propos d'Obama par rapport à ces 34 milliards. Vous avez dit que non, que ces 34 milliards ne doivent pas servir pour les cousins et les cousines, et pour pas de pot de vin. Est-ce que l'Afrique reflète-t-elle une si mauvaise image d'elle, Congo? Effectivement, c'est peut-être cette image mauvaise que nous reflétons de par le monde. L'Afrique, c'est ce grand pays où la corruption, la concussion, les maladies, les grands fléaux du monde se retrouvent réunis. Je crois que la plus grosse, pour revenir justement à la première question, considérer l'Afrique en bloc, c'est avoir une image assez biaisée de l'Afrique. Même un grand milliardaire soudanais qui participe en marge de ces assises à des discussions l'a dit, il fallait que ce soit les États-Unis qui viennent vers l'Afrique. Alors viennent vers l'Afrique de manière bilatérale entre chaque État, parce que chaque État a ses spécificités, ses particularités. On ne peut pas considérer le Congo de la même manière que le Ghana, on ne peut pas considérer le Sénégal, les réalités du Sénégal de la même manière que celles de l'Afrique du Sud, et vice-versa. Moi je pense que c'est un bon sommet, c'est une bonne première. Ils vont avoir une idée globale, mais pour qu'il y ait une action en Afrique, il faut que ce soit des actions spécifiques à chaque État. Mais ça reflète aussi la politique des États-Unis vis-à-vis de l'Afrique depuis bien longtemps. Vous avez bien remarqué que tous les programmes que les États-Unis ont vis-à-vis de l'Afrique sont des programmes globaux. Il y a l'AGOA, il y a le projet de Power Africa, donc on voit l'Afrique de manière globale. Peut-être que c'est aussi une perspective lancée
par rapport à l'idée déjà des pères africains de vouloir voir l'Afrique unie, de voir l'Afrique unie, de voir le développement de l'Afrique à l'unisson. C'est peut-être ça, une anticipation de la chose, mais actuellement, voir le développement de l'Afrique de manière globale, c'est un petit peu trop anticipé. Il faut voir les pays spécifiquement, de par leur qualité et leurs défauts, et voir ce qu'il faut faire dans chaque État de manière différente. Laurent Onimba, un confrère attitré ici, Obama va en guerre contre la Chine. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Amérique s'est rendu compte de l'impact de la Chine en Afrique et veut faire un peu contrepoids? Merci, c'est d'abord la meilleure des questions parce que j'ai suivi les amis, mais je crois qu'il faut analyser la question ici avec un regard critique, du point de vue de l'identification des rapports qu'il y a entre les États. Vous avez posé la question, la première, une question intéressante sur pourquoi prendre l'Afrique en bloc. En fait, il est relevé des rapports qu'il y a entre les États. Les États-Unis, c'est comme, je voulais dire, ça minimiser les souverainetés d'autres États. Mais il y a plutôt, en diplomatie internationale, les rapports entre ces États. Les États-Unis, c'est quand même les États-Unis. Les États-Unis ont une politique. Les questions des États ou des souverainetés en Afrique, c'est des questions suffisamment relatives au regard des modèles et des taux de notre démocratie. Parce que si nous acceptons de recevoir des leçons, c'est uniquement à cause de la fragilité de notre identité ou de notre démocratie, mais surtout de nos politiques économiques et de nos politiques gouvernementales. Alors, il faut accepter que les États-Unis, comme la Chine d'ailleurs, parce que vous avez posé la question, deuxième question importante, sur les États-Unis qui vont en guerre contre la Chine. En fait, il y a des puissances. Il y a les 5 puissances qui se dégagent dans le monde, qui ont une direction d'agissement et une politique générale par rapport à des sous-groupes. Thierry l'a bien dit. Ce qu'il n'a pas dit, c'est que l'Afrique, peut-être l'Union africaine est une organisation administrative. Tout simplement. Et qu'en Europe, ils sont beaucoup plus avancés sur le plan de droit et sur le plan de statut. C'est pourquoi on préfère parler à l'Afrique. Mais en réalité, c'est des rapports d'intérêt. Et parce qu'il y a des rapports d'intérêt, impérativement, on a considéré l'Afrique comme le bloc. Parce que d'abord, l'Afrique ne peut pas prendre le poids des États-Unis. Ça, c'est évident. Vous voyez, on vous propose, nous avons un budget, effectivement, au Congo, de 4 milliards. Mais on vous dit, vous aurez 34 milliards d'investissement. Rassurez-vous, pour toute l'Afrique. Mais rassurez-vous, qu'il faut assainir. Ce n'est pas, quand on dit 34 milliards pour l'Afrique, dans cette même Afrique-là, il y a le Ghana, il y a le Sénégal, il y a l'Afrique du Sud, il y a des bons élèves comme le Rwanda, qui prennent les investissements étrangers, les appuis budgétaires, qui les utilisent à bon escient. Ça signifie que nous devons assainir notre système économique, mais aussi, comment dirais-je, assouplir la formalité de la gestion de notre économie pour que nous puissions en bénéficier. Sinon, nous aurons peut-être 500 millions et on viendra tourner le pouce ici parce qu'on va donner l'impression qu'on aura gain de cause. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est très appréciable. Obama a été porteur de beaucoup d'attentes et de revendications des Africains. Au premier mandat, il n'a pas pu faire grand-chose. Il s'est d'abord occupé des Américains. Cette fois-ci, Obama vient nous montrer qu'il est notre frère. Et nous devons l'accepter, bien qu'il soit un Américain. Obama vient nous rappeler. Parce que là, il y a des rendez-vous. D'abord, des appuis en termes de rapports économiques, mais aussi nous rappeler que nous devons institutionnaliser, nous devons démocratiser nos institutions. Avoir des institutions fortes et non... Et vous savez que même John Kerry a reçu des personnalités, mais dans le couloir, les gens parlent de révisionnistes, des constitutions et autres choses. C'est donc quelque chose qu'il faut encourager et moi je suis totalement d'accord avec cette une phrase pour compléter, Laurent, c'est qu'aujourd'hui, dans ce genre d'appui économique, c'est plus investi dans des projets globaux. Par exemple, dans des projets d'intérêt commun. Je citerai par exemple le projet Pont-Rotrail entre Kinshasa et Brazzaville. Par exemple, le Pourano profond de Banana. Non. La Banque africaine de développement a déjà payé 60 millions de dollars pour les études de faisabilité de ce pont. C'est vrai qu'il y a des caractères purement à gérer à notre niveau en ce qui concerne les populations du Bas-Congo qui exigent, avant que ce pont ne soit réalisé, qu'on puisse d'abord en finir avec le port en eau profonde de Banana. Donc par rapport à cela, c'est plus pour des projets intégrateurs qui vont développer chaque sous-région. Donc si l'on doit prendre ces 34 milliards, les diviser sur toute l'étendue de l'Afrique, pour chaque pays, c'est compliqué. Mais lorsqu'il faut le prendre dans des projets intégrateurs, cela va pousser l'Afrique, puisque ce sont justement ces projets-là qui font monter. Puisque c'est que le président Obama a dit, et je crois que Laurent l'a répété, c'est qu'aujourd'hui,
C'est une guerre réelle avec la Chine. Qu'est-ce qu'Obama a dit? Il dit, nous n'allons pas seulement venir prendre vos richesses et partir. Nous allons aussi créer la richesse chez vous. C'est un peu pour critiquer la politique de la Chine, qui consiste à ne pas s'occuper des infrastructures, à venir puiser et à partir. Ils vous payent ce qu'il faut. Vendre le beignet, vendre voilà, en détail. Ici. Voilà, donc c'est un peu ça. Ok. Mais j'aimerais juste rebondir sur cette histoire de 33 milliards parce que ça fait briller beaucoup d'yeux. 33 milliards, quand on les entend, on se dit que voilà, c'est quoi? C'est plus de 9 fois le budget de la République démocratique du Congo. Non, 33 milliards ne sera pas investi directement comme ça. Hein, Thierry l'a bien dit, mon homonyme l'a bien dit, ça sera des investissements publics mais aussi privés. On va soutenir des entreprises privées qui sont déjà installées en Afrique pour qu'ils puissent augmenter leur capacité d'action. Il faut les viabiliser aussi. Ils ont, et c'est une bonne aubaine pour eux parce qu'ils ont longtemps pleuré le fait que voilà, le pays de l'oncle Sam ne les aide pas trop à venir s'investir, s'incruster dans le pays. Voilà pourquoi l'administration Obama tient à ce qu'on puisse respecter certains principes tout à fait normal de gestion, de bonne gestion, de transparence, ainsi de suite. Il a répété cette phrase-là, il ne faudrait pas que cet argent soit investi en Afrique et puis ça aide à embaucher des cousins, des cousines, ainsi de suite. Il connaît l'Afrique. Il connaît l'Afrique, c'est un Africain. Donc Barack Obama veut qu'effectivement, il puisse laisser une image positive plutôt, de sa présence à la tête de la Maison Blanche pour l'Afrique, pour le pays de ses parents, comme il l'a dit lui-même, de son père, comme il l'a dit lui-même. Et moi, je dis que il n'y aura jamais aucune cassure entre la politique économique des États-Unis et leur politique de manière générale, quand ils font la critique sur la gouvernance, ainsi de suite. Ils vont toujours à la fois donner l'argent, mais demander à ce qu'on puisse respecter l'argent donné. Il ne vous demande pas de respecter vos lois. Non, vous respectez l'argent donné par le respect de vos constitutions, par le respect de la gouvernance et de la transparence dans votre pays. Nous avons vu beaucoup de présidents ont répondu présent. Bon, il y en a aussi qui ont dit non, qui ne sont pas allés comme le roi Hassan II du Maroc qui a délégué son ministre des Affaires étrangères, je pense. Alors, on sait aussi que la révision constitutionnelle ces derniers temps, c'est ça qui fait battre l'actualité en Afrique. On connaît la position des États-Unis par rapport à ça. Et d'ailleurs, beaucoup se demandaient si les présidents révisionnistes, entre guillemets, iront aux États-Unis. Alors, la question, Laurent Onima, est-ce qu'il n'y a pas aussi, comment je peux dire, duplicité des Américains par rapport à ça? Ils disent non, nous ne voulons pas que vous révisiez votre constitution, mais ils reçoivent ces présidents-là en grande pompe. Non, recevoir, tu sais, en diplomatie, c'est le discours, c'est le langage. Mais je voudrais rappeler un principe, c'est que nous sommes ici devant des États. Et il y a des principes universels, on le répète même à l'école primaire, c'est qu'entre les États, c'est un jeu d'intérêt. Mais l'avantage des États-Unis, c'est que ce ne sont pas des acclameurs comme la France et les autres. Quand ils vous disent, ils vous donnent des moyens, madame, ce n'est pas incompatible au fait qu'on surveille ces moyens-là, mais surtout que ce n'est pas un jeu du hasard pour qu'on vous laisse partir parce que vous venez en Afrique, on vous donne de champagne, on vous donne un peu d'argent, un peu de l'or ou de pommes d'ivoire pour qu'on vous acclame. Ce qui est évident, c'est que le débat va se faire autour des deux dynamiques. Première dynamique, c'est qu'on nous donne des moyens. Et pour les moyens, il faut assainir le climat des affaires. Il faut soutenir des projets intégrateurs. Et mon ami Thierry l'a si bien dit. Deuxième dynamique, c'est que la conditionnalité, je le dis même conditionnel, tolérez-moi la tautologie, c'est qu'il faut impérativement qu'il y ait des institutions crédibles. Et ces institutions crédibles passent impérativement par la transition démocratique soutenue et visible. Tu sais, madame, j'ai fait une parenthèse. Même quand les gens parlent des élections, de démocratie, avant cette émission, un des co-débatteurs l'a dit, mais chaque fois que, par exemple, l'abbé président pose un acte, on constate automatiquement que la majorité commence à justifier ces actes-là. C'est comme si l'abbé président était un membre de la majorité. Alors que, si vous voulez que ce soit une institution libre, transparente et démocratique, comme vous le voulez, il faut les laisser gérer ses propres problèmes. Alors, comment vous voulez que demain, même s'il y a une question de révision, qu'on aille à un référendum et vous voulez faire avaler au peuple les résultats de ce référendum parce que tout le monde sait comment ça se termine en Afrique. Même si nous, comme doctrinaires, nous disons que nous ne considérons plus qu'il existe une démocratie électorale basée sur le nombre. Maintenant, nous sommes plutôt dans la démocratie constitutionnelle basée sur la responsabilité des juges et des dirigeants. Parce que nous avons constaté qu'en Afrique, il n'y a pas un seul pays qui a eu des élections accompagnées de tous les attributs. Ça, c'est un débat entre parenthèses. Mais le plus important, c'est que la Chine est venue en Afrique
pas pour développer l'Afrique. La Chine est venue uniquement prendre, rappelez-vous de notre contrat avec la Chine, où il y avait une personne fictive qui avait 34%. Je ne sais pas si la personne est encore vivante ou elle est morte. Mais le plus important, c'est que la Chine est venue, et la Chine fait même autre chose que ce qui est prévu dans le contrat. Aujourd'hui, vous voyez, j'ai toujours dénoncé la situation de toutes les boutiques qu'on voit, la mignonne d'Ngaba, la mignonne de ceci, c'est couvert par des personnes même. Oui, on ne comprend rien. Ils vendent des beignets, ils commencent à faire des enfants, alors on ne comprend plus rien. Est-ce qu'ils sont venus pour les routes ou pour le développement? Mais les États-Unis, c'est comme un pays sérieux, et rassurez-vous que si nous ne prenons garde, les 34 milliards, si nous ne sommes pas dans le schéma de Thierry, avancés par des projets intégrateurs, par exemple les ports en eau profonde de Banana et les autres, rassurez-vous que nous allons sortir même réduit. Nous allons sortir même réduit si nous ne savons pas assainir notre système, si nous dormons dans tout ce que nous savons, les cas de macroéconomique, l'inflation. Thierry Monsenepo, la duplicité des États-Unis par rapport à ces présidents révisionnistes. Non, moi je ne pense pas. Je ne pense pas que. Nous parlons pour les Congolais lambda. Beaucoup de Congolais lambda ne comprennent pas cet accueil chaleureux par rapport à la position officielle des États-Unis. C'est vrai, mais écoutez, nous étions nous-mêmes très choqués par le comportement du président François Hollande lorsqu'il est venu ici pour le sommet de la francophonie, de la manière dont il a traité notre président. C'est vrai qu'il peut y avoir des erreurs, c'est vrai qu'il peut y avoir des lacunes, mais il faut quand même reconnaître que pour l'instant, toutes ces personnes sont encore présidents en fonction. Il est du devoir, comme l'a dit Laurent, au regard de la diplomatie internationale, de pouvoir les considérer comme des présidents de la République. Vous allez remarquer que en aucun moment, pendant que ces hôtes sont aux États-Unis, le président Obama n'a eu à parler de cette question de la révision constitutionnelle. Il a donné la charge à son secrétaire d'État, John Kerry, qui a eu à le rappeler encore une fois. Vous allez voir dans l'histoire du monde que les États-Unis, depuis leur déclaration à l'indépendance du XVIIIe siècle, en 1776, qu'ils sont toujours défenseurs de la liberté, défenseurs de la démocratie. C'est des valeurs qu'ils défendent depuis très longtemps. Et c'est tout à fait normal qu'en ce moment où le monde est en train de vivre comme une globalité, ce qui veut dire que les écueils qu'il y a dans certains coins du monde ont des conséquences néfastes sur les autres. Regardez la tombée des banques Lehman Brothers aux États-Unis a eu comme conséquence la crise économique mondiale. Donc ce qui veut dire qu'une Afrique instable devra inéluctablement porter des conséquences, porter les conséquences sur la marche du monde. Ce qui veut dire aujourd'hui que le choc d'Obama, c'est que les échanges entre les États-Unis, les échanges économiques entre les États-Unis et le Brésil représentent exactement les échanges qu'il y a entre les États-Unis et toute l'Afrique. Donc un pays contre tout un continent. Pourquoi? Puisque justement l'Afrique est encore en train de subir des problèmes qui sont liés à des problèmes de gouvernance. Regardez ce qui se passe en Centrafrique aujourd'hui. Ce pays qui, il y a 3 ans, était dans une croissance de 4%. Aujourd'hui, ils sont dans une croissance négative. Pour payer sa fonction publique et son administration, la présidente Samba Panza est obligée de prendre de l'argent au Congo-Brazzaville et au Tchad. Donc, ce qui veut dire que c'est des reculs qui feront que, même si aujourd'hui les États-Unis consacrent 34 milliards de dollars, demain, on risquerait de se retrouver dans une situation où, à cause des instabilités, on revient encore à tout ça. Puisque retoucher à la Constitution, c'est ouvrir la boîte de Pandore et légitimer ceux qui prennent les armes. Ne pas avoir une CENI correcte et neutre, citoyenne, ça sera encore une fois légitimer ceux qui demain vont déstabiliser le pouvoir. Carrément. Et quel est le rôle des opposants? On a vu les opposants aussi aux États-Unis. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire aux États-Unis? Et pourtant, il y avait un meeting ici. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire aux États-Unis? Non, c'est de bonne guerre. Je crois que les opposants ont saisi la balle au bon. Les États-Unis ont ouvert les portes à ce que la politique africaine puisse être entendue. Il fallait en profiter. Ils ont fait des actions de lobby. Il y a eu des opposants de tous les pays qui étaient invités? Il y a eu d'autres opposants d'autres pays qui ont participé aux autres assises en marge de ce sommet, qui ont aussi parlé justement des problèmes de leur pays. Mais de manière générale, l'opposition joue ce rôle-là, peut-être ingrat, de dire ce qui ne va pas, même en dehors du pays. Et c'est ça la réalité que nous sommes en train de vivre. Et c'est ce qu'ils devraient faire. Ils n'ont pas autre chose à faire parce que c'est leur rôle d'opposition. Ce que j'aimerais redire ici, c'est que la manière de faire pression sur les États africains ne peut être que économique. Les États africains ont besoin de se développer. Pour que les présidents actuels puissent se maintenir, ils ont besoin de créer des conditions acceptables pour que les populations les tolèrent. Alors, l'aubaine pour ces présidents d'être là-bas, c'est de pouvoir avoir un interlocuteur puissant
qui puisse permettre d'avoir des solutions à leurs problèmes économiques. Et cet interlocuteur puissant qui est les États-Unis leur dit que voilà, si vous voulez avoir cette manne-là de 33 milliards, il faut se conformer à certaines règles. Et c'est tout à fait dans cet esprit-là qu'il est tolérable de voir les États-Unis avec certains présidents qui sont considérés peut-être par leur pays, par leur population comme des présidents non modèles. Je dis qu'il n'y a pas d'autre moyen que de discuter de cela ensemble avec les partenaires que dans ce genre de sommet. Non, mais juste un mot sur la révision. Parce que je pense que il faut qu'en technicien que les gens retiennent une chose. La Constitution est révisable. Parce que dans la doctrine, il y a les constitutions rigides, il y a les constitutions souples. Notre constitution actuelle est souple. Okay. Mais il y a un débat autour, parce que les gens font de la révision constitutionnelle comme, je ne sais pas moi, même les chimistes, même les maçons ont quelque chose à dire sur la Constitution, alors qu'ils n'ont pas lu. Il y a des mécanismes qui sont prévus pour la révision constitutionnelle. Mais nous disons ceci, qu'il y a un problème d'inopportunité. Il ne faut pas confondre la révision constitutionnelle, parce qu'on peut réviser la Constitution justement pour l'adapter à notre situation. Toutes les conditions du monde sont révisables. Mais il y a plutôt un problème d'opportunité. Ça, c'est un. Des deux, une mise au point en termes d'opposition. Madame, tu sais, moi je suis devenu trop critique face à l'opposition congolaise. Voilà. Parce que, Laurent, s'il te plaît, parce que nous entrons directement dans le... J'estime, et j'ai sorti une phrase, que l'opposition congolaise n'est pas une opposition, c'est plutôt une réserve de la majorité. Parce que vous vous rappelez que tous les grands opposants qui ont fait des grands discours ici, qui ont critiqué Kabila, aujourd'hui, ils sont engagés. Ils sont engagés. Alors, il suffit seulement de savoir quand est-ce qu'on l'appelle, qui l'appelle, comment on l'appelle et qu'est-ce qu'on lui donne. Rassurez-vous que le lendemain, quelqu'un traverse la rue. Alors qu'on devait proposer une dynamique d'alternance. La démocratie, madame, si vous regardez tous les critères directeurs, n'est-ce pas, de son identité, c'est l'alternance. C'est l'alternance. Voilà, nous prenons le deuxième thème, mesdames et messieurs, c'est les retombées du meeting de l'opposition. Et la plus grande retombée, bien sûr, c'est l'arrestation de Jean-Bertrand Yewanga, poursuivi pour outrage au chef de l'État. Alors, Thierry Monsenepo, la population ne comprend pas. Outrage à Kabila. Ça signifie quoi? A-t-il insulté le chef de l'État? A-t-il dit des propos humiliants? Qu'est-ce qui s'est réellement passé lors de ce meeting? Bon, d'après ce que j'ai lu dans la presse aujourd'hui, puisque malheureusement je n'ai pas eu l'opportunité d'être là sur place, mais d'après ce que j'ai lu dans la presse, c'est que il est reproché au secrétaire général de l'UNC d'avoir dit du président Kabila qu'il était voleur et qu'en plus qu'il était d'origine rwandaise et qu'il fallait l'y retourner. Alors, c'est deux propos qui, si de mémoire de journaliste, ont coûté cher à certains autres politiques, et je crois que c'est un débat qui ne fait plus actualité aujourd'hui. C'est déjà une question enterrée. Donc c'est par rapport à cela que ça s'est passé. Il n'a pas respecté le pacte républicain, comme l'a dit le ministre Mouyej. Bien entendu, puisqu'écoutez, la liberté d'expression a des limites. Mais d'après ce que le confrère Thierry, ici à mes côtés, m'a relaté, c'est qu'il paraît qu'il il était en train d'engager des répliques avec la foule. Il Pourtant, disait... la foule ne réfléchit pas, la masse ne réfléchit pas. Voilà, exactement. Donc c'est cette réplique-là qui a été prise à charge contre lui, et aujourd'hui, il se retrouve à Makala à cause de ça. Voilà, il se retrouve à Makala, et pourtant on a dit en résidence surveillée, selon les radios périphériques. Est-ce que Makala, c'est ça la résidence surveillée? En tout cas, il y a un doctrinaire sur ce plateau. Je crois que Laurent est mieux placé pour vous parler. Pour déterminer si Makala est une résidence surveillée. Mais il y a quand même un cas qui existe dans ce pays. Le cas Martin Mukonkole, qui avait été condamné par la Cour suprême de justice à la résidence surveillée, mais qui a fait d'abord un petit transit à Makala avant d'être surveillé au niveau de l'hôtel Invest. La résidence surveillée, après la pratique au Congo, c'est ce lieu où les autorités semblent pouvoir mieux vous surveiller, et c'est là où ils vous mettent quand ils en ont peut-être marre de vous entendre trop parler. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que l'opposition en soi s'était réunie. Ce jour-là, il y avait deux messages principaux. Non à la révision constitutionnelle, non à un autre mandat du chef de l'État. Le message était populiste à un certain moment, c'est vrai,
Mais si il faudrait parler du cas Jean-Bertrand Ewanga sans pour autant entrer dans le procès lui-même qui n'a pas encore eu lieu, il faut le dire. Le procès n'a pas encore eu lieu parce que l'instruction en charge de Jean-Bertrand Ewanga n'a pas encore commencé. Ils se sont séparés hier très tard à la Cour suprême de justice sur l'exception de l'inconstitutionnalité de la procédure. Donc, on était juste au niveau de la forme. On était juste au niveau de la forme. La procédure d'arrestation de Jean-Bertrand Ewanga interrogeait la Constitution sur sa forme. On doit réunir maintenant la Cour constitutionnelle pour qu'elle puisse déterminer si la flagrance en soi a été vraiment appliquée, si la loi sur la flagrance respecte les principes de la Constitution, parce que Jean-Bertrand Ewanga est un député national et bénéficie justement de privilèges de juridiction. Donc, sans être juriste, sans entrer dans le droit, il y a un spécialiste sur ce plateau qui pourra peut-être mieux vous éclairer là-dessus. On ne peut aujourd'hui engager le débat sur le fond du sujet parce que la Cour suprême de justice n'a pas encore procédé à l'instruction du dossier à charge de Jean-Bertrand Ewanga par rapport à ses propos. Mais on retiendra que, pour faire plus précis, le ministère public le poursuit non pas seulement pour offense au chef de l'État, mais aussi pour il aurait tenu des propos soi-disant ethno-tribal. Et voilà, donc de manière générale, c'est ce qu'on a mis en charge de lui. Mais la procédure étant en doute par rapport à la constitutionnalité, pourtant, Laurent, on va attendre. Il y a eu plusieurs orateurs, si je me rappelle bien, qui sont passés du haut de cette tribune lors de ce meeting. Comment est-ce qu'on fait la comparaison entre les propos d'Ewanga et des autres orateurs? Mesdames, une petite mise au point. Je crois que vous allez me tolérer pour quelques 2 minutes. D'abord, dans ce pays, moi j'ai conseillé l'autre fois la réaction du ministre de l'Intérieur. Vous savez, quand le dossier est judiciaire, il faut qu'il reste strictement judiciaire. Il ne faut pas y mêler la politique. Encore que quand il prend la parole, lui, ministre de l'Intérieur, on ne sait pas à quel moment il parle comme membre du PPRD ou à quel moment il parle comme membre du gouvernement. Quand le dossier est judiciaire, ça veut dire que le PGR s'en est saisi, laisser le dossier évoluer comme il se doit. Parce que si le ministre intervient en disant nous l'avons arrêté parce que il a fait de tels propos, vous savez que ça peut influer sur le comportement du juge. C'est une mise au point. Même nous, et puis je déconseille dans notre pays le fait que la majorité de nos responsables au niveau de l'administration, même au niveau de l'État, ne veulent pas, aussitôt qu'ils sont responsabilisés, trouver la ligne démarcationnelle entre les partis politiques et l'action qu'on est obligé de mener comme responsable. Ça, c'est très important. Revenons à la question des opposants. Je dis que j'étais trop critique. Ce n'est pas qu'il n'existe pas d'opposants, mais que les opposants congolais ne sont pas constants. Madame, on ne peut pas gagner le pouvoir quand on n'est pas constant. On s'est rendu compte, je vous dis que le peu de débats que je vois à la télévision, même l'opinion publique, le commun des montées ne suit plus parce qu'on sait que tous ces gens qui nous ont dit hier que Kabila n'a pas bien géré, qu'il a fait ça, non. On a connu des gens qui étaient très durs avec Kabila. Aujourd'hui, ils sont dans des salons UP, ils travaillent. Alors on se pose la question, c'est quelle opposition? Et ils attendent le gouvernement d'union. Est-ce que vous vous rappelez que le RCD avait beaucoup de membres? Où sont-ils? Est-ce que vous savez que dans ces pays, il y a eu le MLC? Où sont les gens du MLC? Chacun commence par créer soi-disant un mouvement à l'intérieur du parti, et le lendemain, non, il part. Alors il trouve une issue en disant non, j'ai créé seulement une dynamique à l'intérieur du parti, ils ne veulent pas la contradiction. Tout le monde sait que c'est une façon de partir, qu'ils ne pensent pas que l'opinion ne le sait pas. Ça, c'est par rapport à l'opposition. Je reviens à la procédure de l'arrestation de l'honorable Bertrand Ewanga. Moi, je suis un assermenté, je ne peux pas commenter sur un procès qui est en cours. Voilà. Mais ce qu'il faut prélever ici, le régime juridique applicable aux députés. Les députés, leur procédure d'arrestation est connue. Mais il y a une évidence, et même une jurisprudence dans ces pays, qui veut qu'on arrête les députés par flagrance. Alors, des questionnements. Le meeting est passé, il est rentré chez lui, on est parti l'arrêter à la maison. La flagrance a un contenu en droit. C'est une infraction en train de se commettre. Alors, la durée de temps... On devait l'arrêter au même moment qu'il parle. La durée de temps entre le meeting et sa résidence, même au lit avec sa femme, est-ce qu'il est dans la flagrance? Je poserai la question à Dieudonné Kalouba. Heureusement qu'à la Cour constitutionnelle, il y a aussi le professeur Jean-Louis Sambo qui pourront répondre. Deuxième chose, les résidents surveillés. Vous devez citer la jurisprudence Mukokole. Il y a aussi notre jurisprudence Onusumbayo. Mukokole est sorti, mais son cas était pratiquement difficile. On dit qu'il faut qu'on l'amène à Makala. Ça dépend.
pratiquement des humeurs du procureur. Et il faut que la justice ait l'argent pour vous mettre en état de surveillance, c'est rassurant. Mais en réalité, je voulais dire, il y a des questions judiciairement politiques qui appellent que quelqu'un soit dans ces conditions-là. Mais si c'est la décision du parquet de l'amener en résidence surveillée là-bas, là on ne commente pas, mais en réalité, comme député, il y a une jurisprudence qu'il faut appliquer, c'est le fait qu'il soit tant qu'il n'est pas encore condamné, il y a la présomption d'innocence, il faut qu'il juge de son régime juridique. Inconstitutionnalité de la procédure, ça c'est aussi un problème. Quand on a installé la Cour constitutionnelle, nous avons écrit sur la Cour constitutionnelle, les écrits sont disponibles. Nous avons dit qu'il faut qu'on organise rapidement une session extraordinaire pour que les députés, plutôt les membres de la Cour, viennent prendre, en fait, ils sont présentés devant les députés et qu'ils aillent prêter serment. C'est jamais fait, pas encore. Ce n'est pas encore fait. Ce qui fait que jusqu'au moment où nous parlons, cette Cour constitutionnelle-là, c'est la même Cour constitutionnelle de justice qui est censée expédier les affaires courantes. Alors, la Cour constitutionnelle de justice qui est son juge, qui est le juge en dernier et premier ressort, sera aussi le juge de la Cour constitutionnelle. Alors, comment ça va fonctionner? Ça, c'est une tactique et j'admire ça, le travail qui a été fait par les avocats, parce que en ce moment-là, on va se poser la vraie question sur la flagrance dont il a été reproché, il y aura un problème. Je termine en disant que il ne faut pas qu'on donne surtout l'occasion à l'opposition de trouver le pouce sur la tête. Quand on parle de révision, on parle des grands débats, je n'ai pas voulu qu'on donne aussi d'importance. Si on dit que Joseph Kabila est tout ce qu'on a dit sur lui, je pense que même dans les chefs de l'honorable Ewanga, il y a un peu de responsabilité. Nous avons, nos sœurs qui sont ministres en Italie, qui viennent ici, qui montent avec nous, mais on ne l'a jamais revendiqué. Mais est-ce que vraiment, les débats de dire que Kabila est rwandais est à l'ordre du jour? Et vous savez à quel moment ça tique? Vous connaissez les problèmes que nous avons avec le Rwanda. Mais vous venez dire des propos comme ça, c'est irresponsable. Il ne faut pas le confirmer, c'est en cours d'instruction. Non, je dis ceci. Je n'ai pas dit. Tu es assermenté. Je dis ceci. Entrer dans le fond, c'est déjà dangereux. C'est dit dans les journaux qu'il a dit ça. Personne ne l'a affirmé. Mais je dis, si les propos, je dis au conditionnel, si ces propos-là ont été tels que nous les avons dit dans les journaux, c'est que c'est quand même aussi pas éthique, pas responsable. Mais je pense que le chef de l'État, comme garant de la nation, comme le père des familles, parce que le Congo est une famille, comme Kadhafi l'a dit en passant, il va demander, même parce qu'il a le pouvoir, même s'il est condamné, de gracier. Si il sait qu'il n'est pas un Rwandais, parce que tout le monde nous le savons qu'il n'est pas un Rwandais, c'est notre chef d'État, même s'il l'était, ce n'est pas notre affaire. En tout cas, je sais qu'il va les gracier parce que nous voulons aller vers 2016 en paix, parce que je crois à une parole, je vous dis, ça peut peut-être faire rire l'opinion, mais Joseph Kabila dit qu'il va faire le passage des flambeaux. Moi, je pense que je vais le voir un jour, un ancien chef d'État, et on peut aller le voir dans sa femme de Kinga. Cette fois-là, pour nous qui ne sommes pas encore de sa majorité, parler avec lui comme intellectuel, comme notre grand frère, comme notre sage. Et puis je sais qu'il est trop jeune là de l'avenir. Donc moi, le dossier Wanga, je considère ça dans l'angle politique. Ça va se régler. Le chef d'État, quand il revient, il va trouver une solution à ce problème. Voilà, nous allons terminer, mesdames et messieurs, par le troisième sujet. C'est la guerre entre les deux grands ministres de communication, parce que chacun gère la presse selon ses humeurs. Nous sommes de la presse, nous allons en parler. Cette guerre entre Kinké et Lambert Mende, nous avons suivi la lettre qu'il a écrite, qu'il a adressée à la majorité présidentielle par rapport aux propos tenus par le ministre Lambert Mende. Alors, pour vous, Thierry Monsenepo, analyste politique, journaliste, que reflète cette guerre vraiment qui est récurrente à ces deux ministres? Bon, écoutez, d'abord, c'est une affaire tout à fait naturelle. C'est tout à fait naturel qu'on retrouve des ministres en train de se tirer dessus pour des intérêts ou pour des positions que chacun prend. On le voit sous d'autres cieux. Mais en ce qui concerne le cas du ministre des PTT et celui des médias, ça a été beaucoup plus encore aggravé et porté sur la place de la presse, puisque les deux sont des grands communicateurs. Alors ça fait qu'ils ont, par presse interposée, utilisé ces moyens pour justement se régler des comptes.
Mais heureusement, avant de pouvoir expliciter davantage, heureusement qu'ils ont déjà enterré l'âge de guerre, puisque dernièrement, en ce qui concerne les redevances que les médias doivent payer, les deux ministres se sont affichés ensemble, côte à côte. Enterré l'âge de guerre, le potentiel, c'est de ce lundi, ce n'est pas la lettre. Oui, c'est une lettre qui date de longtemps. Et pourquoi publier ça dans la presse? Voilà, vous comprendrez qu'il y a peut-être des gens qui étaient contents de cette guerre et que le fait que l'âge de guerre soit enterré ne les plaît pas du tout. Mais aujourd'hui, je vous assure que dernièrement, les deux ministres se sont affichés ensemble, côte à côte, pour justement parler des presses qui doivent être interdites de fonctionnement en ce qui concerne les redevances annuelles qu'ils n'ont pas payées. Mais le problème est que, d'abord, quand il faut aller dans la genèse de la situation, c'est que cela part d'un point de presse que le ministre des Médias a tenu, au cours duquel il a stigmatisé les propos de Kabila Totondi Oté, qui passe dans les médias, financés par le ministre Kinké Moulumba. D'ailleurs, ce dernier le reconnaît dans la lettre qu'il a écrite au secrétaire général de la majorité présidentielle, pour justement se dire que les propos qu'il a tenus, c'est par rapport, c'est sous sa casquette du président ou d'initiateur de son parti politique, PA, et aussi en tant que membre de la majorité présidentielle pour consolider la position du président de la République. Alors, par rapport à cela, que le ministre de la Communication attaque ses propos, ça était pour lui quand même assez malvenu. Et de plus en plus que nous avançons vers les élections, comprenez un peu ma position, je suis en train de me rendre compte qu'au niveau de la majorité, les lignes sont en train de se distendre. Vous remarquerez la sortie médiatique qu'a fait... Oui, vous remarquerez la sortie médiatique qu'a fait Madame Tokaoulou, qui carrément a dit qu'elle ne veut pas de cette histoire de retoucher à la Constitution. Sa diatribe est sortie sur Congo News dans sa dernière livraison. Elle est de la majorité pourtant. Mais bien sûr, elle est perdue en plus. Et vous remarquerez que de plus en plus, il y a des positions, il y a des distorsions qui prouvent qu'il y a un malaise. Donc par rapport à cela, je pense que le secrétaire général de la majorité présidentielle doit ramener ses troupes dans l'ordre. Parce que ça risque de donner un peu plus de soulagement à une opposition qui, comme le dit Laurent, est sérieusement critiquée. Et si en face de cette opposition, il y a en plus une majorité qui n'est pas ensemble, une majorité qui se tire dessus, ça sera beaucoup plus facile. Mais seulement, il fallait trouver le mécanisme de ne pas étaler par presse interposée des guéguerres comme ça. Alors, Thierry Bongo, votre point de vue par rapport à cette guerre, tous les deux, comme l'a dit votre homonyme, sont des grands communicateurs. Ils savent bien que quand quelque chose passe dans la presse, ça a un autre impact. Et aujourd'hui, quelle est l'opportunité qu'a Kinké Moulumba de mettre cette lettre à la place publique? Là, c'est vous qui le dites. De nous le donner sous la dent, comme ça. Alors, on n'a qu'à critiquer. C'est vous qui le dites. Nulle part on dit que c'est qui a demandé qu'elle soit publiée. Mais seulement ce que je retiens, c'est que de manière singulière, les deux ministres qui d'ailleurs co-gèrent des secteurs pratiquement communs sont déjà en train de... Ils veulent nous prendre nous en otage. Voilà, la presse, ils sont déjà... qui est pour Lambert Mézé. C'est pratiquement des personnes qui co-gèrent le même secteur, le secteur des médias, qui est dans sa partie technique et Lambert met dans la partie tout à fait administrative et politique. C'est cette petite... force, enfin, c'est ces petits conflits de compétences qui se ressortent à travers cette lettre que nous voyons ici. Derrière, il faut pas il y a toujours des conflits d'intérêts existent partout. Dans ce genre de conflit. Ce que moi j'aimerais dire, c'est plutôt, pour abonder dans le même sens que mon homonyme, ceci révèle justement de la fragilité de la majorité présidentielle. Vous avez remarqué que au niveau de la majorité présidentielle, il n'y a pas une communication distincte sur les options prises pour les échéances politiques à venir. Vous en avez ceux qui disent qu'il faut qu'on révise. Il y en a ceux qui parlent du changement de la Constitution, carrément de la Constitution. Il y en a ceux qui n'en veulent pas. Il y en a qui disent réforme. D'autres qui parlent de réforme. Donc, de manière générale, on ne voit pas la ligne claire prise par la majorité présidentielle dans ce débat. Ceci, justement, révèle de la fragilité même de cette majorité présidentielle qui a été longtemps critiquée pour son fonctionnement tout à fait opaque. Une MP qui ne se réunit pratiquement pas, le secrétaire général de la majorité présidentielle qui lève des options sans tenir compte des partis qui constituent la majorité présidentielle. Il n'y a pas de réunion, les gens ne se voient pas, on communique à tort et à travers. Une fois c'est le ministre de l'Intérieur, après c'est le secrétaire général de la majorité présidentielle, après il y aura un autre ministre, un autre communicateur de la majorité qui parle. Donc, de manière générale, la MP nous présente une image déjà assez brouillonne de la vision. Ceci justement démontre de cette guerre de dauphin que vous êtes en train d'évoquer. Qu'est-ce qui va se passer après 2016? C'est la grande question aujourd'hui à travers la majorité présidentielle. Qui peut nous dire qu'ils ont
au niveau de la MP, qui peut nous dire qu'après 2016, ça sera ça. Et encore, tous ceux qui parlent de la révision constitutionnelle parlent, contrairement au chef de l'État lui-même, qui a dit qu'il ne révise pas, il n'a jamais dit un mot en faveur de la révision constitutionnelle, mais qui a plutôt dit qu'il va respecter les institutions et la Constitution de la République démocratique du Congo. Oui, Laurent Namba, nous allons terminer par vous. Votre point D'abord, je salue la question d'Esther Abedi, parce que j'ai vu son nom est cité dans son journal. Quand on est journaliste, on arrive à être cité dans un contexte comme ça. Je pense que ça veut dire que la question a été bien posée. C'est la grande dame que je félicite toujours. Même si le ministre Kinké dit que la question était fuitée. Oh. Moi, je dis la question a été bien posée parce que la question a quand même été adressée jusqu'au président de la République. Donc C'était quelle c'est question, très en fait, important. Rappelez ça au public. Non, mais vous voyez, madame, il faut de la question. Il faut lire les journaux, il faut nous prendre du temps comme on n'a pas beaucoup de temps. Voilà. Alors, moi, mon constat est que nous sommes en face de deux techniciens qui, chacun, sachant ce qu'il veut arriver où il veut. Et vous embarquez tous dedans. Moi, pour ce qui me concerne, je préfère m'abstenir parce que j'avais déjà condamné le fait que je ne peux pas me dédire quand on devient ministre. On est dans les affaires d'État. Je ne dis pas que je soutiens, parce que je n'ai pas suivi le point de presse personnellement, je ne dis pas que je soutiens le ministre Mende pour la réponse qu'il a donnée à la question de Mme Esther Abedi. Mais ce que je retiens dans le chef du ministre Kinké, c'est que je m'étais déjà inscrit en faux contre cette démarche. C'est une démarche révisionniste. À quel moment, lui qui est professeur, s'il vous plaît, madame. C'est encore dans la prospérité, oui. donc Oui, ça continue. Lui qui est un professeur, qui vient nous répondre en disant à quel moment exact, dans l'observance réelle, il est ministre au gouvernement et à quel moment il est président du parti pour l'action. Parce que ces actions, des choses comme ça, sous d'autres cieux, on démissionne. Quand vous dites Totondio Kabila Nanouté, alors que quelqu'un a fait mandat, lui-même l'a répondu, il a dit 1, il n'y a pas de dauphin, 2, les jours où il y a élection, je fais quoi? Je vais rendre le flambeau. Mais pourquoi vous voulez forcer les chefs de l'État à aller au-delà? Dans ce pays, madame, au moment où Mobutu était en train de partir, on nous a dit que tout était bien dans ce pays. Je pense qu'on n'amènera pas Kabila là-bas. C'est un jeune dynamique qui comprend les choses. Donc on ne fait pas qu'on amène dans ce débat-là. Donc j'estime que c'est un débat d'humeur, c'est un débat de la majorité présidentielle, c'est un débat de ceux qui veulent l'interpréter à leur manière. C'était un point de presse, le ministre Mende a répondu comme il a pu répondre. Est-ce que ça valait la peine qu'il fallait qu'il écrive au chef de l'État? La question que Mme Esther Abedi a posée a dit, c'est clair, parce qu'il y a des redevances qu'on pose, qu'on demande aux télévisions. Il y a compris des compétences. Est-ce que ça relève du ministre des Médias et de la citoyenneté? Est-ce que ça relève du ministre Kinké? Il y a puis des lettres croisées. Vous voulez qu'on ne pose pas de questions quand on ne va pas quelque chose bien? Alors si on a répondu, qui est dans le secret de dans le secret de Dieu? Personne. Oui, je pense que le chef de l'État va une petite incise, c'est que la question a vraiment été sur la phrase Kabila Totondiote. Alors, je pense qu'il faut reconnaître quand même au ministre Kinké son droit de dire ce qu'il pense. Il a le droit de dire à Kabila qu'il n'est pas rassasié de lui. C'est une personnalité publique. Non, attendez. Attendez, madame. Il est ministre. Attendez, madame. Il a le droit de le dire. Il a le droit de le dire dans le contexte qui a été donné, une réunion de la majorité présidentielle autour de leur chef de file. Il a le droit de le dire. Ça, en tant qu'initiateur. Exactement. Ouais. Puisque ça a été dit où? Ça a été dit à Kingakati, le jour où le président a réuni les membres de sa majorité. Dans ce contexte-là, il peut le dire. Est-il aussi vrai que il est aussi autorisé au ministre Mende de ne pas penser que des telles positions soient constructives pour la majorité présidentielle? Et c'est dans cet angle-là que le ministre Mende a abordé. Mais ce que moi je condamne, c'est le fait que ce débat ait été porté sur la place publique. Il peut y avoir des divergences sur les positions. Ça, il faut le reconnaître, que ce soit au ministre Mende, que ce soit au ministre Kinké. Ok. C'est vraiment la question qu'il a publiée. Et puis dans quel journal? Son potentiel. Le premier journal à le publier, c'était Congo News. La question de fond, c'est le sens apporté à cette phrase. Kabila Totondio Nanouté, Kabila Posanao et Sibité. Je crois que le ministre Mende a totalement raison de reprocher au ministre
Kinké, qui est un ministre en fonction, il faut un peu d'éthique, de porter de tels propos sur la place publique et d'en faire campagne. Moi, je crois que, quelque part, hein, si on doit dire des messages de soutien au chef de l'État, il y a une manière de le faire. Okay. Pas de cette façon-là. Voilà, à Kingaka, c'est permis. À Kingaka, c'est permis. Pas dans la presse, pas dans la presse comme ça tous les jours. Attaquer le journaliste qui l'a publié. Non, c'est lui qui paye ça. Vous en avez la preuve. Voilà, déclare qui sont qui voilà, c'est vraiment la fin. Je suis toujours vraiment à l'aise quand je présente Web Presse parce que c'est entre nous de la presse et on se comprend à demi-mot. Alors je dis merci à Thierry Monsenepo de Central FM, ça marche, hein? Très bien jusque-là. Voilà, j'espère que vous si on me bombarde pas de taxes après cette émission. Merci à Thierry Bongo des intelligences, pareil, ça fait plaisir parce que moi je le dis toujours, patriote jusqu'à la mort. J'aime mes compatriotes, on est intelligent et c'est pas toujours une image négative qu'on donne de l'extérieur. Hein. Et merci à Laurent Onyembe, notre grand juriste qui nous donne encore des éclaircissements par rapport à des faits juridiques. Alors vous avez, mesdames et messieurs, compris le fond des choses sur le plan juridique. Merci à vous qui nous suivez de par le monde. En tout cas, merci pour toutes vos suggestions, vos remarques. Suivez-nous sur le net. En tout cas, ça nous fera très très plaisir. Alors nous vous retrouverons, mesdames et messieurs, le mercredi prochain. En tout cas, si Dieu nous prête vie. Au revoir.